Je suis actuellement avec Étienne Klein, philosophe des sciences et directeur de recherche au CEA, et Gérald Bronner, sociologue à Paris Diderot, hein, c'est ça? Paris Diderot? Paris Diderot, bon ça va. Alors on va poursuivre le débat qu'il y a eu à l'instant sur l'avenir de l'humanité, se résume-t-il à la Terre? En gros c'était ça. Hein. Donc vous avez eu deux avis très différents, c'est-à-dire qu'Étienne, toi tu pars du principe que l'humain est géocentré, c'est-à-dire qu'il a évolué sur Terre et qu'il doit continuer à évoluer sur Terre, sinon c'est plus humain en fait, ou en tout cas l'humanité va évoluer en tant que définition. Et Gérald, vous partez du principe qu'il faut absolument, pour une question morale, comme on a la chance d'être conscient et intelligent, eh ben, de perpétuer cette conscience et cette intelligence le plus longtemps possible. Est-ce que j'ai bien résumé? Pour moi, ça va. Pour moi, ça va, mais il faudra compléter. Ah, bah, je t'écoute. Non, mais je pense que on est d'accord sur un point, qui d'ailleurs, c'est la fameuse phrase de Keynes, l'économiste, qui disait « à long terme, nous serons tous morts ». Et donc, les ressources de la Terre n'étant pas infinies, et la démographie étant croissante, à long terme, il y aura sans doute des conditions de vie sur Terre qui seront plus satisfaisantes et l'humanité est condamnée à disparaître. Quand, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne peut pas extrapoler à l'infini l'idée d'une survie de l'humanité. Parce que de toute façon, l'univers lui-même n'est pas fini. Et donc, fini. la question, c'est est-ce qu'on doit transporter notre humanité ailleurs pour la prolonger, ou bien est-ce qu'on doit maintenir les conditions d'une vie continue et possible sur Terre le plus longtemps possible? Alors, il y a un compromis sur lequel, d'ailleurs, on a fini par converger, c'est que on doit faire en sorte que ceux qui espèrent pouvoir quitter la Terre, en allant soit sur une autre planète du système solaire, soit sur une exoplanète, ce à quoi je ne crois pas personnellement, parce que la plus proche est à 40 années-lumière. 4 en fait. 4 années-lumière, mais ouais, peu importe. Proxima du Centaure. Ça veut dire que c'est des millions d'années de voyage pour espérer l'atteindre, sans qu'on sache à l'avance si elle possède une atmosphère. Sauf si on envoie une petite sonde avant pour aller, par exemple, pour Proxima du Centaure, c'est faisable en une génération, en l'espace d'une vie humaine. Combien de temps la réponse? Et est-ce qu'on saura s'il y a de la nourriture? Ah bah ça, par contre, non. On saura s'il y a une atmosphère respirable? Est-ce qu'on connaîtra les doses de rayonnement cosmique? Ah bah ça, il faudra l'étudier comme on étudie Mars, la Lune ou les autres planètes. On voit quand même que c'est pas simple du tout. Ça prend du temps. Et ce pari doit être imaginé, doit nourrir notre imaginaire, doit même mener à des actions pour voir s'il est possible. Mais on ne peut pas voir dans cette possibilité notre seul destin possible. Au moment où nous comprenons que notre Terre est astrophysiquement banale, il y a d'autres exoplanètes, peut-être pas strictement identiques à la Terre. Hein. Par les méthodes de détection, on ne connaît pas la masse des exoplanètes, donc on ne connaît pas la gravité à leur surface. Est-ce que notre corps pourrait survivre à une gravité différente de celle qu'il y a sur Terre? Longtemps? Personne n'en sait rien. Ce sont des questions ouvertes. Donc il faut explorer cette possibilité, mais aussi, au moment où on découvre que notre planète est astronomiquement banale, comprendre qu'elle est peut-être unique pour nous. C'est-à-dire que c'est la seule planète à laquelle nous soyons adaptés. Et si on peut espérer coloniser d'autres endroits dans l'univers, ça sera sans doute au prix du fait que nous emporterons la Terre avec nous. Oui. L'air qu'on respire, les nourritures qui nous sont habituelles, etc. Mais alors, avant de passer à vous, Gérald, moi j'ai une question. Mais vous parlez d'adaptation de l'être humain à des environnements différents et extrêmes. Comment quelqu'un qui fait des ultra-trails depuis des années à 50 ans passés peut dire que l'être humain ne s'adapte pas à des conditions extrêmes? Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Là, je pense que vous faites une erreur sur la flèche du temps. L'ultra-trail, c'est ce que pratiquaient nos ancêtres. Néandertal, quand il allait chasser, ça a été démontré par... On est sûr de ça? Il avait un camp qui était installé près des rivières, en surplomb en général, pour avoir une vision de l'environnement. Et leur parcours de chasse, c'était dans un rayon de 100 km autour du camp. Donc ces gens-là faisaient des efforts très longs, avec pas grand-chose dans le ventre. Ils allaient chasser et ils faisaient des ultra-trails une fois par semaine. À une telle hauteur, à une telle altitude? L'altitude n'est pas un problème dans l'ultra-trail. On ne va jamais très très haut, c'est pas de l'alpinisme. Oui, non. Et donc c'est pas vraiment un problème. Mais par contre, l'endurance, le fait de faire des efforts très longs en n'étant jamais dans le rouge, c'est-à-dire avec un rythme cardiaque en deçà du seuil où on commence à faire de l'acide lactique, c'est des choses que l'humanité a presque toujours fait, je dirais. Et alors pourquoi plus de personnes ne le font pas? Parce que il y a quand même très très peu de personnes qui peuvent physiquement faire ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui le font, beaucoup de candidats. Il y a un taux d'abandon qui est plus faible qu'au marathon.
Oui, mais globalement, si on prend en proportion de l'humanité, il y a une proportion extrêmement faible proportionnellement. Oui, mais peut-être que chez Néandertal, toutes les personnes n'allaient pas chasser que de cette façon. Donc, on ne peut pas demander à chaque être humain d'être capable de faire ce qu'un être humain est capable de faire. Et donc, du coup, des êtres humains, ceux qui le choisiront, ceux qui le voudront, ceux qui en auront l'envie ou le désir, pourront éventuellement aller sur d'autres planètes et s'y adapter très bien, du coup, si je vous suis. Vous voyez la durée du voyage, encore une fois. Ouais. Vous voyez la durée du voyage. Est-ce qu'on peut survivre? Pour Mars, c'est 6 mois, par exemple. C'est ce qu'on fait dans la station spatiale. Mais pour moi, Mars, c'est du tourisme spatial. C'est pas l'humanité qui va se déplacer sur Mars. On va pas envoyer 8 milliards de personnes sur Mars. Non. D'accord? On va envoyer quelques personnes, de même qu'il y a quelques personnes qui sont allées au sommet de l'Everest. Est-ce que vous savez qu'on a envoyé dans l'espace plus de personnes qu'au sommet du K2? Oui. Oui. D'accord. Ça veut dire que même sur Terre, il y a des endroits parfaitement inhabitables. L'Antarctique, voilà. par exemple. Il y en a même beaucoup. Les océans, il y en a même beaucoup. Qui couvrent même 70% de la planète. Regardez la distribution des populations à la surface de la Terre, il y a très peu d'espace occupé, en fait. Et trouver l'équivalent sur une autre planète, ça ne sera pas de la tarte. Non, ça, c'est sûr. Mais alors, du coup, Gérald, vous partez du principe qu'il faut absolument qu'on se préserve, qu'on a un devoir moral. À partir du moment où on n'a pas la preuve effective qu'il n'y a pas d'autres êtres intelligents et conscients dans l'univers, il faut absolument qu'on préserve cette culture qu'on a, cette nature humaine qu'on a pu développer jusqu'ici. Oui, absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai conscience des limites d'abord d'ordre physique, puis peut-être même d'ordre psychologique qui pèsent sur la possibilité d'un exode, puisqu'on parle de ça dans le fond de l'humanité, et que je n'appelle pas de mes voeux. Je ne trouve pas spécialement désirable. Moi, j'aime la Terre, effectivement. Je n'ai pas envie de vivre dans un environnement, je n'ai pas envie que mes descendants vivent dans un environnement extrêmement contraint et hostile. Il sera probablement plus hostile que celui de la Terre où qu'on aille, c'est probable. Je ne me pose pas la question en ces termes, je constate tout simplement que notre Terre, que nous aimons, elle a un temps malheureusement de péremption en quelque sorte. C'est-à-dire que dans 1 milliard d'années, il n'y aura plus de vie sur Terre, il n'y aura plus une goutte d'eau. Et probablement qu'il n'y aura plus de vie sur Terre bien avant, n'est-ce pas? Ouais. Peut-être même que cette Terre, c'est arrivé plusieurs fois dans son histoire, sera percutée par un objet géocroiseur qui anéantira pratiquement toute forme de vie, et a fortiori l'humanité. Ou du supervolcanisme, ou tout ça en même temps. Ou toute une série, bon, je ne suis pas du tout catastrophiste comme vous le savez, hein, mais il faut avoir cela en tête si on veut raisonner rationnellement. Le problème, c'est que la rationalité dans cette question, elle est prise entre le marteau et l'enclume. Elle est prise entre le marteau de l'heuristique de la peur, de ceux qui veulent nous faire peur avec la catastrophe, et l'enclume de ceux qui sont complètement inconscients du fait qu'on a quand même des réserves énergétiques, alimentaires dont il faut tenir compte, qu'il ne faut effectivement pas détruire notre environnement. Donc la rationalité, elle essaye de tenir compte des deux, mais elle me conduit aussi à dire qu'en effet, la probabilité de chance pour que dans l'univers, quelque chose qui apparaît quand même comme un miracle, même si je ne crois pas qu'il y a la main d'un dieu derrière cela, c'est juste une question de faible probabilité, c'est-à-dire la vie intelligente telle que nous la connaissons, me paraît admirable au moins en termes de probabilité, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas forcément étonnant compte tenu de la taille de l'échantillon de l'univers, hein, qui est quelque part de la vie sur Terre. Peut-être même, certains disent qu'il y en a probablement ailleurs. Alors là aussi, on peut discuter de la question, je ne suis pas compétent sur ce point, mais en tout cas, il y en a ici. Et les conditions de la perpétuation de cette vie me paraissent être quelque chose comme un impératif moral. Sous quelle forme cette vie va se perpétuer quand il n'y aura plus possibilité de vivre sur notre planète, je n'en sais rien. Est-ce que ça sera sous la forme d'un exode planétaire vers les exoplanètes? Évidemment, c'est risible vu d'aujourd'hui, compte tenu des limites technologiques et des limites physiques même, telles que nous connaissons les lois de la physique. Ça peut paraître risible, mais ce ricanement pourrait être aussi une intimidation à explorer le possible. Et je crois que ça serait un dessèchement de ce qui fait notre humanité. Peut-être qu'en effet, la perpétuation de la vie se fera sous d'autres formes, sous la forme de la préservation, sous forme d'information, que sais-je, comme le rêvent les transhumanistes. Je n'en sais rien. Même l'hypothèse transhumaniste de téléchargement de la conscience me paraît aujourd'hui ubuesque, tout autant peut-être que celle d'un voyage vers les exoplanètes. Mais je crois que tout de même, ce serait désespérant en enserrant le présent, de désespérer le futur. En d'autres termes, tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de plus grand risque que de ne pas en prendre. C'est le destin de l'humanité de tenter quand même sa chance, même si la probabilité de chance de réussite, elle est très faible.
Alors, vous parliez du transhumanisme, et le transhumanisme, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il propose des choses, c'est quand même lié à l'énergie. C'est-à-dire que stocker une conscience dans une machine, il faut la fabriquer. Une machine, il faut de l'énergie pour qu'elle continue à fonctionner. Enfin, tout est comme ça, même si on disparaît, nous, en tant qu'être voilà, physiologique, même si nos corps physiques disparaissent, les machines seront là, mais il faudra toujours les alimenter en énergie. Mais on peut imaginer la perpétuation de la vie, raisonnons avec les transhumanistes, sous forme d'information qu'on enverrait ailleurs. Et oui, sous cette forme-là, le voyage entre planètes poserait beaucoup moins de problèmes, puisqu'il n'y aurait pas les contraintes physiques telles que nous la connaissons, et la possibilité ensuite, mais avec une ingénierie qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui, que cette vie se développe là où elle serait envoyée. Ça paraît totalement fictionnel, évidemment, et ça fait sourire, mais je ne vois pas comment on pourrait raisonner autrement si on accepte cet impératif, encore une fois, absolu du maintien de la vie, et en particulier de la vie intelligente. Tout à l'heure, vous discutiez tous les deux de la notion de progrès et d'innovation, enfin l'un qui a remplacé l'autre. Et Étienne, vous disiez qu'il faudrait redonner un mot, un terme à cette idée de progrès. Alors c'était les lumières, ensuite ça a été la chaleur. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement parler d'énergie aujourd'hui, puisque avec tous ces problèmes énergétiques, et puis l'énergie qui sera vraiment un grand enjeu à terme, là, dans le futur proche et moyen de l'humanité? L'énergie, ce ne serait pas une bonne idée? Alors, ce que je voulais dire, c'est que si on croit au progrès, on doit soumettre l'idée de progrès à l'idée même de progrès. C'est-à-dire, on doit faire progresser l'idée de progrès en l'adaptant à ce que nous avons compris depuis que cette idée a été formulée par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Et donc, en effet, il y a eu plusieurs phases dans cette histoire. La phase des Lumières où on associe le progrès à l'idée de lumière, puis la chaleur au XIXe siècle. Puis depuis, il n'y a plus vraiment de symbole auquel on l'associe. L'énergie, c'est une bonne idée, mais comme l'énergie nous pose des problèmes, associer le progrès à l'énergie serait donner à l'idée de progrès une image plutôt négative. Donc je pense qu'il faut trouver autre chose. C'est plutôt un travail intellectuel qu'il faut accomplir plutôt que de trouver le bon symbole comme ça, qui serait un peu une sorte de cliché qu'on essaierait de mettre en avant pour remplacer notre déficience de pensée autour de l'idée de progrès. Mais je pense qu'en effet, il faut redonner un sens au fait de désirer le futur. Voilà. Pour échapper aux peurs, même s'il y a des menaces énormes que nous connaissons, il y a des menaces, il y en a peut-être même qu'on ne connaît pas, mais il y a des menaces dont nous sommes conscients, elles existent, mais il faut quand même redonner un sens, notamment pour les plus jeunes, à l'idée que c'est bien d'aller vers le futur. De toute façon, on ne pourra pas aller ailleurs. Mais du coup, comment on peut dire ça et dire en même temps, l'humanité va mourir et on ne peut rien y faire, et donc du coup, ça ne sert à rien d'aller sur les autres planètes? Vous savez que vous allez mourir aussi. Je fais l'avocate du diable. Hein. Vous savez que vous allez mourir, est-ce que ça vous empêche de vivre? Non, bien sûr, mais au contraire, j'ai envie de faire plein de choses. Est-ce qu'au contraire, la perspective de la mort n'est pas une perspective sur laquelle notre pensée peut faire rebond pour alimenter son élan vital? Oui, c'est pas faux, ouais. C'est parce que nous savons que nous allons mourir un jour que nous faisons des choses chaque jour qui remplissent notre vie d'une façon d'autant plus intense que nous savons que c'est provisoire. Mais ça dépend des gens, ça aussi, Gérald. Justement, là j'ai un point de désaccord aussi. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, heureusement que nous sommes amnésiques sur le fait que nous allons mourir, sinon nous ne pourrions rien faire. Mais précisément, ça c'est vrai au niveau d'un individu. En revanche, je pense que l'humanité n'a pas le droit à cette amnésie et qu'il faut qu'elle ait clairement conscience que dans un lointain futur, un certain nombre de choix cruciaux doivent être faits dans le présent et qui relèvent de la prise de risque précisément. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonner de la même façon pour un individu et pour un collectif, quoi. Et c'est bien vrai que si on avait toujours la conscience de la mort, on ne ferait jamais rien. La vie n'aurait aucun sens. Donc il y a un dispositif biologique en quelque sorte qui est très bien fait dans cette amnésie. Mais en fait, on peut se rejoindre sur un autre point. C'est que pour que l'humanité envisage un projet qui la déplace, au moins en partie, ou bien la transforme, il faut que l'humanité sur Terre soit suffisamment en forme pour accomplir ce projet. Et donc il faut que les conditions de vie sur Terre soient suffisamment accueillantes et prodigues pour qu'une telle ambition puisse prendre place dans un projet collectif. Si on veut envoyer une partie de l'humanité sur une exoplanète, il faut sur Terre des dispositions très efficaces qui permettent de rendre la chose possible. Et si on prenait les choses à l'envers, c'est-à-dire que si on avait le projet global, c'est-à-dire au niveau de l'humanité, d'envoyer un premier équipage sur Mars, par exemple, est-ce que justement ça ne permettrait pas, pour permettre la survie d'un équipage sur Mars, donc dans des conditions hostiles, il va falloir développer des technologies, il va falloir développer des tas de choses, et qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que ces technologies, pour vivre dans un environnement extrême et hostile, serviront sur Terre, du coup. Est-ce que ça ne peut pas être dans ce sens-là? On peut apprendre beaucoup de choses à partir de
colonisation spatiale. J'aime sur pas le mot Mars. colonisation. Si, il y a une forme de colonisation. On va là, L'exploration. d'exploration, on peut apprendre des choses. Mais si on s'installe, ça commence à ressembler à une colonisation. Même s'il n'y a pas de population sur place qui puisse dire... Peut-on vraiment coloniser un sol sur lequel on n'a pas de prise? C'est-à-dire on ne touchera jamais vraiment le sol martien. C'est-à-dire on ne peut pas enlever un gant... Vous connaissez mieux Mars que moi. Vous avez vu la surface de Mars? Vous avez vu la surface de Mars? Elle n'est pas très grande, mais ça Elle n'est reste pas une très planète. grande. La gravité, Et plus faible. les effets à long terme de la gravité sur Mars, sur un corps tel que le nôtre, à long terme, sont quand même pas enthousiasmants. Il y a du rayonnement en fait, cosmique. ça, je pense pas que ça pose de problème si on ne retourne pas sur Terre, en fait. Bah si, moi je En pense... fait, on n'en sait rien. Mais Moi, je pense que notre corps, il est adapté à la gravité terrestre. Et à long terme, quand on est dans une gravité autre, il y a beaucoup de choses qui se passent Mais mal. ça, on ne peut pas le savoir si on ne le teste pas. On ne peut pas le savoir. Mais par exemple, est-ce qu'un couple qui serait sur Mars depuis très longtemps serait capable d'engendrer? Est-ce que le processus de procréation humain n'est pas lié à la gravité terrestre? Ouais, ça, c'est une vraie question. En tout cas, les souris se reproduisent bien, celles qui ont été dans l'espace. Il y a énormément de problèmes. Bon. Et ce que je voulais dire, c'est que les critères d'habitabilité qu'on nous sert sont tellement ridicules par rapport à la liste totale qu'il faudrait pouvoir énoncer pour que nous puissions vivre ailleurs que sur Terre. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de naïveté qu'on essaie de nous imposer avec l'idée que dès qu'il y a de l'eau quelque part, on peut y vivre. Non, non, l'eau, ça non, suffit ça pas. de toute façon, non. En tout cas, je pense qu'il ne faut absolument pas se mettre dans les conditions du film Interstellar, justement. C'est-à-dire être au bord du gouffre avant d'envisager le grand saut, parce que de toute façon, ça poserait des problèmes, y compris même politiques. On pourrait pas prendre 10 milliards de personnes dans un vaisseau ou quelque chose comme ça. Ça veut dire faire une sélection qui serait totalement inacceptable. Vous imaginez les massacres insondables auxquels on serait confronté. Et vous avez parfaitement raison. Je crois aux interactions positives qu'il y aurait entre un premier voyage sur Mars, qui est tout à fait envisageable, habité, avec des gens qui essayent de s'adapter, qui renverrait un retour d'expérience et une interaction qui augmenterait le domaine du possible. N'est-ce pas? Donc je pense que c'est pourquoi il faut agir dès maintenant. Oui. Et c'est-à-dire qu'il faut, même si c'est pas rentable économiquement, etc., il faut absolument continuer à rêver. Et c'est là où je pense que je suis tout à fait d'accord avec Étienne aussi sur ce point. On est quand même d'accord sur presque tout, hein, entre parenthèses. mais il y a énormément de projets. Alors tant mieux, tant mieux. Mais moi, je vois qu'on travaille davantage à cette idée d'aller dans l'espace qu'à l'idée de sauver les conditions. Il y a eu une petite crise, non, quand même. Là, je veux dire, entre les années 60 et aujourd'hui, on a l'impression que l'espace. Il suffit de regarder même les fictions, tout simplement, les films de science-fiction. Quand ils parlent de l'avenir, la plupart parlent de la Terre. Il y a éventuellement un satellite ou sur la Lune ou etc., mais ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est des dystopies. Ce sont des dystopies. C'est-à-dire l'avenir est toujours mauvais, avec un État généralement dictatorial. C'est pas marrant l'espace. Ceux qui y sont allés ont vu que c'était pas du tout puisque tu marrant. parlais de oui, mais ceux qui y vont veulent y retourner absolument. Ah bah oui, c'est plutôt ça en fait. À condition de revenir. Ça dépend. Personne ne veut partir vivre dans l'espace. Bah si, il y a des gens qui veulent le faire. Ah bah, tous les candidats à Mars One par exemple. Mais ils veulent revenir. Non. Ah bah non, c'est un aller simple. Ouais, alors j'ai parlé à Romain Charles qui a fait l'expérience Mars 500, qui a été enfermé pendant 520 jours avec 5 autres personnes près de Moscou pour simuler un aller et retour vers Mars. Et en fait, il a rencontré Buzz Aldrin quelques mois plus tard, qui lui a dit mais c'est incroyable, moi j'aurais jamais pu faire ce que vous avez fait, alors que Buzz Aldrin est allé sur la Lune. Ouais. Il dit mais pourquoi? Eh ben parce que voilà, y aller sans vraiment y aller, j'aurais jamais pu. Et Romain Charles m'a dit bah oui, voilà, des choses que l'on pense pouvoir faire et des choses que l'on pense ne pouvoir pas faire. Souvent, on se dit que tout le monde est pareil que nous, et en fait non, il y a des gens. Alors lui, Romain Charles dirait non, moi, si je vais vers Mars, je veux absolument revenir. Mais à force de discuter avec des candidats qui veulent vraiment y aller sans retour, il a compris qu'en fait, il y avait des gens qui pensaient pas comme lui et qui étaient prêts pour y aller sans retour. Donc il n'y a aucune expérience qui soit vraiment mimétique d'un voyage sur Mars. Ah bah non. Être enfermé dans une capsule, dans un désert, de toute façon, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. C'est pas la même gravité. Non. C'est pas le même environnement. C'est pas les mêmes conditions psychologiques. C'est absolument pas les mêmes conditions. Donc ces voyages-là n'ont jamais été et ne seront jamais simulés, donc ils ne seront pas faits. Non. Voilà. Bah non, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas savoir. D'autre part, c'est quand on est dans une capsule sur Terre pour mimer ces situations, soi-disant, on peut toujours en sortir. Oui. Quand on va sur Mars, c'est un régime balistique, il n'y a pas de demi-tour possible. Non. D'accord, c'est des conditions très différentes, y compris psychiquement. Bien sûr, mais les gens seront formés pour ça, comme ils sont formés pour aller dans l'ISS. Non, on ou peut sur pas la être Lune. formé pour ça.
Non, mais à partir du moment où cette prise de risque, elle se fait sur la base d'aucune expérience préalable, de toute façon, et qu'il n'y a pas de retour, il y aura quand même toujours des individus qui seront prêts à prendre ce risque-là. Évidemment, il y aura toujours des gens d'accord pour tenter. Après, ils auront peut-être des regrets, mais au moins, on trouvera des candidats. Ça, c'est sûr. Alors, la dernière conférence du salon, ce sera Le spatial fait-il toujours rêver? Mais c'est moi qui interviendrai avec Jean-François Clairvoy, donc je ne pourrais pas m'auto-interviewer moi-même, ça n'a aucun sens. Est-ce que... Alors, c'est bien parce que vous avez deux profils très différents. Vous êtes du 22 mai 69, donc c'est ça? Donc vous êtes né 2 mois, jour pour jour, avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et Étienne, du 1er avril 58, si je me souviens bien. Donc du coup, est-ce que vous avez assisté à la télé aux premiers pas des hommes sur la Lune? Est-ce que vous pouvez me raconter? J'ai trouvé ça fascinant et je pense que ça a marqué une génération, hein, le fait d'aller sur la Lune, mais en même temps, on découvrait que c'était extraordinaire et pas sympathique comme environnement. Pourquoi? Parce que c'était tout gris? On voit bien que les types avaient un scaphandre, qu'ils n'étaient pas autonomes, on voit bien la différence de gravité. Bon. Mais c'est ça qui est génial, non? C'est génial, bien sûr, mais moi je suis alpiniste, hein, donc j'adore ces conditions extrêmes. Oui. Mais je ne vais pas me arrêter 20 fois, je n'irai pas vivre au sommet du K2 parce que c'est impossible. Et pourtant, des gens l'ont fait. Et je pense que, encore une fois, nous pouvons transporter l'humanité sous quelque forme que ce soit, en dehors de la Terre, à les conditions que ce ne soit pas l'humanité que nous connaissons. Oui. Voilà. Bah, on se rejoint soit parce qu'il y aura hein. des variations physiques, soit parce qu'il y aura des variations psychiques. Il va falloir évoluer. L'humanité telle qu'elle est ne peut pas demeurer telle qu'elle est ailleurs que là où elle est. Ah, mais on est d'accord là-dessus. Mais on en voit déjà un peu de nous avec les signaux électromagnétiques, la radio, enfin tout ce qu'on émet de toute façon. Et alors vous n'avez pas évidemment assisté au premier pas de l'homme sur la Lune, vous étiez trop jeune. J'ai entendu ma mère applaudir sans doute dans le ventre. Mais du coup, alors, Étienne, le spatial vous fait pas rêver? Si je résume bien. Mais confondez pas tout. Hein. Moi, j'ai rêvé d'aller dans l'espace. J'étais candidat pour être astronaute. Ah, mais oui, c'est vrai. On a choisi Claudie Agnoret à ma place pour des raisons évidentes. Mais je rêvais d'aller dans l'espace. D'ailleurs, un jour, j'ai rêvé que j'étais dans l'espace. J'ai fait un rêve dans mon sommeil. J'étais dans une navette spatiale et ce rêve était magnifique et ça m'a guéri de ce désir d'y aller. J'ai plus envie d'y aller parce que j'ai l'impression d'y avoir été. Ouais. Donc je rêve de l'espace, c'est pas du tout ça c'est pas le message contraire que j'essaie de diffuser. Je pense que nous devons travailler à l'idée que peut-être nous n'irons jamais sur une exoplanète. On est d'accord. Est-ce que le spatial vous fait rêver, vous? Toujours. Est-ce qu'il vous fait toujours rêver, si tant est qu'il vous ait fait rêver un jour? Non, oui, je suis assez banal de ce point de vue. J'aurais rêvé moi aussi me porter candidat, mais je n'en avais aucune des caractéristiques, ni psychologiques, ni physiques sans doute. Je rêverais d'aller dans l'espace, mais c'est assez banal. Et effectivement, j'ai peut-être un côté encore un peu old school, c'est-à-dire que moi je suis plutôt SF, space opéra que SF dystopie. Même si je suis très client aussi de l'imaginaire dystopique. Mais ce qui me frappe surtout, ça je l'ai écrit dans pas mal de livres, c'est le caractère pusillanime de la mentalité contemporaine. Et ce qui, d'abord, je la trouve un peu désespérante parce que je trouve ça pas très marrant de penser comme ça. Mais en outre, j'ai essayé d'avancer un certain nombre d'arguments pour dire que c'était extrêmement dangereux pour notre avenir commun. Et c'est très difficile de se battre dans l'espace public avec ces arguments-là parce que vous êtes sans cesse renvoyé à la prise de risque inconsciente, à des intérêts de je sais pas quoi, surtout par les conspirationnistes, n'est-ce pas, qui aiment beaucoup tisser des histoires avec cela, alors qu'il y a des enjeux philosophiques majeurs et qui, à mon avis, sont pas assez pris au sérieux. Donc j'essaie de faire partie de ces acteurs qui avancent sur ces arguments, mais je dois dire qu'Étienne Klein en est un autre. On est très d'accord sur l'essentiel de la nécessité de prendre des risques raisonnés. Voilà. Merci, messieurs.